Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les minorités de genre et plus particulièrement les femmes. Ici, nous abordons des sujets intimes, actuels, sociaux et parfois, hélas, tabous. Mes invités viennent se confier à mon micro pour parler de leur histoire, de leur parcours. Nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Je suis convaincue que malgré les parcours plus ou moins difficiles que nous pouvons traverser, il y a toujours un peu de lumière derrière l'arc-en-ciel. Et l'objectif de ce podcast est de montrer qu'il faut, justement, toujours y croire et se raccrocher à cette petite lueur ô combien précieuse. Je vous laisse découvrir notre invité du jour qui va nous raconter son histoire tout en diffusant, comme toujours, un précieux message d'espoir. Wake up when the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis très touchée d'enregistrer cet épisode avec Célia qui a eu le courage de me contacter pour raconter son histoire. Cette dernière est particulièrement difficile puisque pour la toute première fois sur ce podcast, nous allons parler d'inceste. Bonjour Célia. Bonjour, Comment vas-tu ? ça va. Et toi? Ça va aussi, merci. Merci beaucoup de m'avoir contactée pour raconter ton histoire. Je ne peux qu'imaginer à quel point c'est difficile, à quel point ça doit être difficile pour toi d'en parler aujourd'hui. Et pourtant, l'inceste est tellement répandu en France, selon certaines statistiques qui sont évidemment sous-estimées comme toutes les statistiques. 6,7 millions de Français ont déclaré avoir été victimes d'inceste, soit un Français sur 10. 78% des victimes sont des femmes et 22% sont des hommes. Et dans 96% des cas, les auteurs d'inceste sont des hommes. Par ailleurs, les chiffres de victimes d'inceste ne cessent d'augmenter en France. Enfin, dans une classe de 30 enfants, il y en a statistiquement 3 d'entre eux qui sont victimes d'inceste. Autant dire que ce poison est fortement infesté dans notre société. Donc aujourd'hui, tu es là pour donner une voix à ces victimes en racontant ton histoire. Donc merci beaucoup Célia d'être ici. C'est avec plaisir. Donc je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, pour commencer, Célia, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, te présenter aux personnes qui nous écoutent? Alors, moi, c'est Célia. Donc, je suis étudiante en droit. Donc, là, je rentre en troisième année à la rentrée de septembre. J'ai 20 ans. Alors, j'aime bien tout ce qui touche à la spiritualité, ce genre de choses. J'aime beaucoup aussi lire, être auprès de ma famille ou faire des grandes balades. Voilà. Ok, bah c'est super, c'est déjà bien. Alors, je vais te proposer de commencer du coup par le commencement de cette histoire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment était ta famille, toi, ton enfance, comment t'as vécu ton enfance avant même qu'il se passe ces événements douloureux? Quel genre de petite fille tu étais? J'ai toujours été une petite fille un peu très timide, j'étais un peu la... on n'avait pas de mal à me malmener, si je peux dire comme ça. Enfin, déjà avant, avec les enfants, je pouvais me laisser, je me laissais faire. Ok. T'étais plutôt timide, ou tu te laissais un peu marcher dessus malheureusement par les autres. Voilà, exactement. Oui, exactement. Et j'étais très timide. Ouais. Et t'avais des frères et sœurs ou t'étais fille unique? Comment ça se passait? Oui, j'ai une petite sœur 3 ans après. Et on a toujours été très proches des petites. D'accord. Et dans ta famille, il y avait plutôt
une bonne ambiance? Tout le monde était un peu proche ou comment ça se passait? T'étais plus proche juste de tes parents et le reste un peu moins? J'étais plus proche de la famille du côté de ma mère que du côté de mon père, mais oui, sinon, dans l'ensemble, tout le monde s'entendait plutôt bien. Avec mes parents aussi, j'ai pas le souvenir que ça se passait mal. Avant cette période, en tout cas, j'ai pas eu le souvenir. Enfin, ça se passait plutôt bien. D'accord, je vois. Et du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. À quel moment de ta vie tu as vécu cet inceste? Du coup, ça a commencé vers mes 8 ans et ça s'est fini lorsque j'ai parlé, du coup, quand j'avais 10 ans. D'accord, ok. Donc ça a duré 2 ans, c'est ça? Oui. Ok. Et du coup, c'était par quel membre de ta famille? Donc, c'était par mon grand-père paternel. Et du coup, ça se passait pendant les vacances quand on allait, parce que lui, il était dans un camping. Et du coup, mes parents, on y allait pour profiter un peu. Et c'est à ce moment-là, pendant les vacances, que ça se passait. D'accord. Et du coup, bon, t'es pas forcément obligé de répondre à cette question, mais c'est plus pour savoir un petit peu comment est-ce qu'il présentait ça, enfin lui, quel type d'agression il te faisait subir et comment est-ce que il présentait ça, est-ce qu'il te disait que c'était un jeu, comment ça se présentait pour toi? Alors, c'était pas du tout comme ça, enfin, il n'y avait aucun échange. Mais en fait, c'était pendant vers le matin. En fait, ça me réveillait par la douleur. Enfin, c'est ses mains qui compressaient ma poitrine, du coup, qui me faisaient me réveiller parce que j'avais mal. Et du coup, ça se passait comme ça. Et après, du coup, je faisais semblant de dormir parce que je savais pas du tout quoi faire. Ou je prétextais aussi que j'allais aux toilettes. Et c'est comme ça que je m'en échappais. D'accord. Donc du coup, ça a été, enfin, c'est qualifié comment toi en plus qui fait du droit, on parle d'agression sexuelle du coup? Oui, là, oui, parce qu'en plus, c'est sous les vêtements, D'accord, au niveau de la poitrine et au niveau du pubis aussi. d'accord. Et du coup, toi, à ce moment-là, est-ce que tu avais conscience que ce que tu vivais, c'était interdit et que c'était dangereux ou pas du tout? Bah, je trouvais ça gênant en fait. Ouais, c'est la sensation que je dirais parce que enfin, comme c'était en plus mon grand-père qui avait une autorité quand même sur moi, je me disais, bah, Enfin, du coup, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai pas parlé tout de suite. Ouais, je comprends. Et lui, est-ce qu'il te menaçait un peu de pas en parler ou il faisait comme si de rien n'était? Ah non, il faisait comme si de rien n'était et le matin, dès qu'il avait fini, il partait se préparer pour aller à son travail du camping. D'accord, donc vraiment, ouais, comme si tout était normal en fait. Voilà, exactement. Mais il y avait vraiment aucun échange. D'accord. Et dans la vie de tous les jours, il se comportait comment avec toi, lui? Normalement, comme avec ma sœur et mes cousins. Ouais, c'est ça. Et tu sais, enfin, peut-être qu'à ce moment-là, tu ne savais pas, peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, tu le sais plus, si il a déjà eu d'autres comportements de prédateurs sexuels avec d'autres enfants ou même des jeunes femmes Euh, ou pas du tout, ou c'était juste avec toi. je pense que c'était qu'avec moi, enfin avec mes cousins, etc. Je pense qu'il n'y a rien eu. Mais par contre, c'est vrai que pour, pendant l'enquête, etc., il y a eu des doutes il y a quelques années. Donc je pense que il y a quelques... tout a pas été dit. Enfin, je pense que j'étais pas la seule. Ouais, je vois. Bah, de toute façon, malheureusement, enfin, c'est un peu triste, mais en général, les personnes qui sont des prédateurs sexuels ont rarement une seule victime, donc bon. Et du coup, donc toi, t'étais une petite fille, donc tu disais entre 8 et 10 ans, donc ça a quand même duré 2 ans. Et est-ce que tu arrivais à mettre un mot sur ce que tu vivais ou est-ce que c'est venu après? Et justement, comment est-ce que t'as eu cette prise de conscience en fait que cette chose n'était pas du tout normale? Bah, pendant cette période, j'ai pas... Enfin, je vivais normalement, je pense que...
Enfin, j'ai eu du mal avec ça, mais j'avais l'impression que ça me faisait rien. Enfin, je sais que je faisais beaucoup de cauchemars, mais j'ai pas le souvenir de me sentir mal. C'est plutôt après que ça a fait comme une bombe à retardement, ça c'est venu après. À partir de quel moment, du coup, tu t'es rendu compte que c'était pas normal ce que tu vivais? Du coup, j'avais bah, du coup 10 ans. J'étais on était en sport et je parlais avec une amie à ce moment-là qui m'a raconté ce qui se passait dans sa famille. Et c'est là que j'ai compris que ce que moi je vivais, c'était pas du tout normal. Et du coup, j'en ai parlé à ma mère le soir même. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, si j'avais pas eu cette discussion avec cette petite fille, je sais pas encore combien de temps ça aurait pu durer et jusqu'où ça aurait pu aller. Ouais, je vois. Et du coup, cette petite fille avec qui t'avais parlé, elle était aussi victime d'inceste? Non, 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 c'était pas elle. D'accord. Il me semble que c'était sa sœur ou... Ok, je vois. Encore un exemple qui montre qu'il y en a vraiment beaucoup parce que pour le coup, vous étiez dans la même classe et Oui. ok. Et donc du coup, tu as réussi à en parler. Donc tu disais à ta maman. Tu te rappelles un peu les mots que toi tu avais utilisés à l'époque pour lui dire parce que bon, c'est vrai que quand on a 10 ans, je pense qu'on va pas utiliser le terme d'agression sexuelle. Est-ce que tu te rappelles un petit peu comment tu lui avais expliqué? J'avais plus fait par des gestes pour vraiment décrire ce qu'il faisait. Et j'avais dit toucher à cet endroit-là et à cet endroit-là. C'est ma mère qui a plus mis des mots. D'accord. Et tes parents, ils ont réagi comment du coup? Du coup, ma mère en a parlé à mon père. J'ai eu une discussion avec mon père qui m'expliquait un peu comment me défendre. Mais après ça, on n'en a plus parlé. D'accord. Donc, Donc ils n'ont pas vraiment eu de réaction. ouais, c'est ça, parce qu'en fait, du coup, ton grand-père, c'était le père de ton père, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Ouais. Et lui, tu sais pas comment est-ce qu'il l'a vécu, le fait de se dire que son propre père agressait sa fille? Enfin, ça doit quand même être assez choquant. Ben, en fait, il m'a pas cru au début parce que il pensait que j'inventais. Mais donc, je pense que ça lui a un peu facilité la tâche, je dirais, de se dire que c'était pas possible. Et au final, il a fini par te croire, du coup? Euh, Aujourd'hui, je sais pas trop encore. Ouais, vous en parlez pas vraiment, en fait. Non, on n'en a pas vraiment parlé, même du coup à l'audience, etc. Enfin, il m'a pas soutenu ou quoi. Donc, je pense qu'il a encore du mal à y croire. D'accord. Ouais, on reparlera justement après de tout ce côté judiciaire, etc. On en reparlera un peu plus en détail. Mais d'accord, donc du coup, c'est vrai que c'est encore quelque chose d'extrêmement tabou dans ta famille au final. Oui, par contre, ça l'est moins avec ma mère maintenant. Mais avec mon père, oui, c'est vraiment tabou. Et à ce moment-là, ils ont arrêté de voir ton grand-père? Oui, ils ont arrêté. Il est juste revenu une fois à un Noël. Mon père l'avait pris. Il me semble que j'avais 13 ans à ce moment-là. Et ça m'avait marqué parce que il avait un peu choisi en fait. Donc ça a été... enfin, comme parce que j'avais pu voir des psys, la psy m'avait expliqué que c'était encore un traumatisme que mon père me soutienne pas et me croit pas. Bah oui, oui, c'est sûr, ça a ajouté ça en plus au fait de, enfin, déjà à tout ce que toi t'avais subi, c'est vrai que ça devait vraiment pas être simple d'avoir ça à gérer en plus. Et, euh, et du coup, toi, enfin, à part cette fois-là, tu l'as jamais revu, ton grand-père? Non, non, jamais. Ouais. Et tu sais, dans la famille, du coup, les gens l'ont su au fur et à mesure ou pas? Par exemple, je sais pas si t'as des cousins, cousines, oncles, tantes, etc. Oui, 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 bah apparemment, beaucoup sont au courant, mais ils continuent à le voir. Ça a été aussi très difficile parce que je me suis dit, mais en fait, parce qu'après, on voyait plus vraiment la famille de mon père. Et je me suis dit, ils m'ont connue petite quand même. Enfin, je suis quelqu'un de proche dans la famille normalement. Et même eux, enfin, pour eux, c'est pas grave.
Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Ah ouais, non mais c'est fou parce que c'est vrai que bon déjà on sait très bien dans notre société que les agresseurs sexuels sont toujours protégés par leur entourage, mais c'est vrai que c'est encore pire quand la victime est aussi dans l'entourage quoi. C'est vraiment prendre le parti de l'agresseur au lieu de la victime. Enfin Voilà, exactement. c'est hyper enfin vraiment c'est affreux, ça me ça me dégoûte, c'est horrible. Ouais, j'arrive pas à comprendre. Ouais. J'arrive pas. Bah ouais, moi non plus, vraiment, ça m'échappe. C'est la preuve qu'il y a vraiment des gros problèmes dans notre pays au niveau du fait de croire les victimes, etc. Enfin, comme si une petite fille de 8 ans pouvait inventer des choses pareilles. Enfin, bon, Mm, ça me je suis dépasse. d'accord. Donc, du coup, tu parlais tout à l'heure d'une psychologue. Quand est-ce que tu as commencé à avoir un suivi? J'ai eu, bah, du coup, pendant l'enquête, c'est à ce moment-là que j'ai vu une psychologue, juste pour faire le bilan psychologique. Et ensuite, j'ai essayé après, bah, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a environ 1 an, mais j'ai pas continué parce que c'est pas celle qui me convient pour. Donc voilà. Oui, c'est ça, c'est pas forcément facile non plus de trouver là où le bon psychologue, c'est pas forcément simple. Est-ce que tu te rappelles du jour où tu as mis le mot inceste sur ce que tu avais vécu? Assez tard, hein. Ouais. Au départ, tes parents t'ont pas expliqué du coup que c'était de l'inceste? Ah non, Non, pas du tout. pas du tout même. Ils m'ont pas non plus expliqué que c'était une agression sexuelle. C'est moi qui allais chercher. Je me souviens. Ah oui, du coup, je me souviens, c'est vers bah, du coup 13 14 ans que j'écrivais sur internet grand-père qui touche, enfin ce genre de choses. Et c'est là que j'ai vu qu'il pouvait avoir de la prison, qu'il pouvait être condamné pour ce qu'il avait fait. Et c'est là que j'ai mis des mots sur ce que j'avais eu. Ok. Et quelle a été la première autre personne à qui tu t'es confiée sur ce sujet, donc à part les membres de ta famille? C'était du coup mon copain de l'époque, qui est toujours aujourd'hui mon copain. C'est à lui que j'en ai parlé. Donc là, t'avais quel âge au moment où tu lui en as parlé? Je dirais que j'avais 13 14 ans. D'accord, ok. Ah oui, donc ça fait longtemps que vous êtes ensemble en plus. Oui. D'accord. Et donc, pourquoi est-ce que tu avais ressenti le besoin à ce moment-là de lui en parler? Tu t'en rappelles? Parce que en fait, je pense que ça avait besoin de sortir et je me sentais plutôt en confiance avec lui. Donc oui, je pense que c'est... Oui, ça devait être pour ça. J'étais pas forcément bien à ce moment, à cette période-là. Donc j'ai expliqué un peu pourquoi ça n'allait pas comme ça. Ok. Et lui, il avait réagi comment du coup en apprenant ça? Il comprenait pas enfin, je pense qu'il avait du mal à comprendre pourquoi je faisais rien, pourquoi j'allais pas porter plainte par exemple. Et lui, il t'a accompagné comment? Qu'est-ce qu'il a fait pour t'aider à ce moment-là? Du coup, à ce moment-là, comme j'allais pas forcément bien, il en a parlé à son infirmière de lycée et qui a décidé du coup d'appeler la mienne puisque c'était des faits plutôt graves. Et du coup, l'infirmière m'a convoquée et elle m'a expliqué qu'il avait parlé. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai pu me confier aussi à l'infirmière. Donc oui, il a vraiment... Je regrette pas ce qu'il a fait là. Ça m'a encore plus motivée après à me dire qu'il fallait que je porte plainte. Ouais. Et justement, l'infirmière, à ce moment-là, tu t'es sentie... Enfin, c'était la première fois au final que tu parlais à un autre adulte que tes parents, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Et du coup, enfin, tu t'es sentie plus crue Ah oui, par cette infirmière? oui, oui, tout de suite, elle a essayé de mettre des choses. Elle a convoqué mes parents, tout ça. Ça a été très vite. Elle était à l'écoute. Non, ouais, je me sentais crue avec elle. Ok. Et justement, donc elle a convoqué tes parents et tes parents, eux, ils ont réagi comment au fait que tu en aies parlé à quelqu'un d'autre? Très, très mal. Vraiment très mal. Ma mère était vraiment très énervée. Et ensuite, mon père, quand ma mère lui a dit quand elle était rentrée le soir, c'était le pire, je crois. J'ai eu le droit à
je serais la cause de leur divorce, qu'il allait se tuer, enfin ce genre de choses. Alors que moi, j'étais la victime. C'est pas contre moi qu'il aurait dû s'énerver. Bah oui, c'est ça, non, mais c'est fou Enfin, je peux comprendre que des réactions soient difficiles, surtout quand c'est ton propre père, en l'occurrence, qui est accusé, mais quand même, enfin, de là à limite menacer ta propre fille, enfin, Vraiment, c'est compliqué, quoi. Ça a dû être hyper dur pour toi de te dire, mince, j'ai eu le courage de parler à quelqu'un et c'est comme ça que je suis récompensée, quoi. Bah, carrément, ça a été compliqué. Parce que du coup, je me sentais seule dans ce que... Parce que moi, ça me faisait du mal. Et du coup, personne comprenait. Enfin, c'est un peu la sensation que j'avais. Ouais, je vois. Et puis tu disais tout à l'heure que tu étais extrêmement mal dans ta peau, etc. À cette période-là. Comment est-ce que ça se manifestait, toi, ton mal-être? Mon mal-être, du coup, c'était plus... j'avais besoin de me faire du mal, de me couper la peau, en fait, pour que la colère, la tristesse sortent, en fait. C'est vraiment des pulsions, et ça me calmait. Ouais, donc des scarifications, du coup. Oui, voilà. Et t'as fait ça combien de temps? J'ai arrêté, du coup, cette année. D'accord, donc ça a duré super longtemps, en fait. Oui, ouais, quand même. Ouais. Et puis quand on avait préparé l'épisode un peu avant, tu m'avais parlé aussi de troubles du comportement alimentaire. Du coup, c'est arrivé, j'étais en terminale, donc je devais avoir bientôt 18 ans. Et ça se manifestait par ne plus manger, à part des fruits. Enfin, je me souviens des oranges. Et, du coup, en fait, ça, c'est pareil, ça me faisait du mal. Et du coup, ça me faisait du bien. Enfin, c'est un cercle vicieux, en fait. Ouais, je vois. Et à ce moment-là, du coup, t'étais toujours avec ton copain. Ah oui. Et lui, il le vivait comment de te voir comme ça? Ça devait être super compliqué aussi pour lui. Bah, ça a été compliqué pour lui, mais aussi pour ma mère et ma sœur, du coup. Et ouais, maintenant, je m'en veux d'avoir fait ça parce que même pour ma sœur, j'ai pas donné pas le bon exemple, mais enfin, avoir une grande sœur qui mange pas et qui se fait du mal, ça donne pas vraiment une belle image. Ouais, je comprends, c'est sûr, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu ton échappatoire à toi, au final. T'avais pas vraiment, vu que t'étais pas... Voilà, c'est comme ça que je gérais. Je gérais pas du tout, hein, mais Oui, mais t'avais l'impression de gérer, du moins. oui, voilà, Mm. exactement. Ouais. Et aujourd'hui, donc, t'as 20 ans. Comment est-ce que tu penses que ces traumatismes ont affecté ta vie d'une manière générale? Donc, aussi bien sur ton regard, le regard que tu portes sur ton corps, ta vie d'un point de vue sexuel, la confiance que tu as envers les autres, etc. À quel point est-ce que ça t'a affecté sur toutes ces thématiques-là? D'un point de vue sexuel, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. J'ai beaucoup de mal aussi à me déshabiller, par exemple. La nuit, j'ai besoin d'avoir un t-shirt. Enfin, je me sens... Et encore, maintenant, c'est mieux parce que je sais qu'à un moment donné, je dormais avec un soutien-gorge, une brassière et mon t-shirt. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais en fait, rien que... Je pense que ça a bloqué des choses en moi et du coup, par exemple, certaines positions, c'est impossible parce que ça me fait mal à l'intérieur, en fait. Ouais, je vois, il y a vraiment des douleurs intimes au final qui sont liées au traumatisme. Oui, aussi, peut-être que ça peut être bien de le dire, mais je sais que pendant longtemps, j'ai eu des mycoses vaginales à répétition. Et maintenant, je sais que c'était ça, en fait. C'est mon corps qui réagit à ce que j'ai pu vivre. C'est fou qu'au final, ouais, le corps réagisse même avec directement des maladies, etc., pour exprimer le mal-être. Enfin, c'est fou les signaux qu'il est capable de nous envoyer. Et toi, du coup, quel regard tu portais et peut-être tu portes encore sur ton corps? Est-ce que tu arrives à t'accepter ou est-ce que c'est difficile? Non, je m'aime pas du tout mon corps et moi, en règle générale, je m'aime pas.
Je pense que puis même au niveau d'être avec les gens, je suis tellement timide, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas de valeur. Et je suis sûre que c'est ça. Je pense que j'aurais pas été la même. Je pense qu'il y avait d'autres questions et j'ai oublié. Oui, la dernière, c'était par rapport à la confiance, faire confiance aux autres, etc. Comment est-ce que ça se passe pour toi? Euh, ah oui, bah, un truc, par exemple, quand je suis dans la rue, j'ai toujours l'impression que je me fais suivre, je peux me faire agresser. Enfin, ça, c'est assez compliqué. Et j'ai beaucoup de mal, même à mon copain, alors que ça fait très longtemps, je lui fais pas confiance. Et par exemple, des câlins, j'ai peur que ce soit qu'ils veulent autre chose derrière. Alors que pas du tout, hein, mais je transforme tout par du sexe, en fait, alors que c'est juste de l'amour, enfin, de la tendresse au départ. Ouais, je vois. C'est fou l'impact que ça peut avoir aussi longtemps. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est hyper important d'en parler parce que c'est vrai que je pense que pour certaines personnes, elles peuvent se dire, bon, bah voilà, c'était il y a 10 ans, donc maintenant elle est passée à autre chose. Mais non, c'est Ouais, pas si simple, quoi. pas du tout. C'est le corps qui garde Mm. vraiment une mémoire traumatique, c'est hyper difficile. Et justement, t'as jamais eu, parce que c'est vrai que ça arrive assez souvent que des victimes de traumatisme sexuel dans l'enfance fassent une amnésie post-traumatique, mais toi du coup ça n'a pas été le cas vu que t'en as pas, enfin il n'y a jamais eu de moment où tu as oublié ce qui s'était passé. Non, jamais. Et plus je grandis, plus les images sont claires. Alors que je pensais qu'avec le temps, ça irait mieux. Enfin, ça s'estomperait, mais pas du tout. Ouais. Du coup, on va plus maintenant parler de la partie juridique. Du coup, est-ce que tu avais envie donc de porter plainte et pourquoi est-ce que tu avais cette envie? Donc j'ai eu l'envie très jeune, parce que je me souviens que j'avais toujours dit à 15 ans, je vais porter plainte. Bon, ça s'est pas fait du coup. Et après, j'ai dit j'attendrai mes 18 ans. Et cette envie, c'est parce que je voulais, j'avais tellement de haine contre cette personne que je voulais absolument être confrontée à lui et qu'il paye ce qu'il avait fait parce que c'est pas juste pendant 2 ans. Ce qu'il a fait, ça me suit encore aujourd'hui. Du coup, voilà, c'est vraiment de la haine qui m'a aidé à porter plainte et à avoir cette envie de porter plainte. Ouais, je vois. Et du coup, tu as déposé cette plainte à quel moment? Je me souviens en février du coup 2018. Donc, tu étais encore mineure à l'époque? Oui, 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 j'étais encore mineure. Donc en fait j'avais une grosse dispute avec mon père qui avait dit qu'il en avait rien à foutre en gros de ce que j'avais vécu. Et en fait moi j'avais très peur de sa réaction. Donc c'est pour ça que je portais pas plainte, j'attendais mes 18 ans. Et comme il y a eu ça, j'ai pris mon courage et le lendemain matin, j'ai été voir mon infirmière et je lui ai raconté et j'ai dit que je voulais porter plainte. Donc l'infirmière a appelé une brigade près de mon lycée, mais je devais porter plainte soit où les faits au commissariat où les faits s'étaient passés, soit où j'habitais moi. Et du coup, j'ai pas pu porter plainte ce jour-là. Donc là, ça a été vraiment, j'ai été prête et je trouvais qu'on m'aidait pas parce que moi, je pensais qu'on pouvait porter plainte partout à ce moment-là. Mais du coup, ils n'avaient pas voulu me recevoir. Et j'ai porté plainte du coup 2 jours après et ma mère m'a emmenée avec beaucoup de réticence, mais elle m'a emmenée. Enfin, j'ai rien dû lâcher pour qu'elle m'emmène. Ouais, c'est ça, t'étais vraiment déterminée pour le faire, quoi. Donc au final, tu t'es pas du tout sentie soutenue par ta famille à ce moment-là. Non, à part par ma petite sœur. Ta petite sœur, justement, elle vivait comment le fait que toi, t'aies vécu ça? Enfin, ça devait être difficile pour elle de savoir que son grand-père avait fait ça à sa sœur. Enfin, Bah, je pense ce qu'elle s'en veut, c'est de pas. Parce que en fait, on dormait dans le même lit, c'est qu'elle n'ait pas forcément vu. Mais c'était pas possible. Elle dormait, elle était toute jeune. Donc, elle a pas du tout à s'en vouloir. mm. Donc au final, c'est la seule qui t'a soutenue à ce moment-là. Oui, elle m'a dit surtout de rien lâcher, qu'il fallait que je pense à moi et pas aux parents. Je me souviens de ces mots.
Ouais, et c'est vrai que c'est important de le faire pour soi et voilà, si on sent qu'on a le besoin de le faire, et ben il faut le faire et c'est bien d'aller jusqu'au bout et déjà tu peux être fier de toi d'avoir réussi à le faire. Et comment est-ce que ça s'est passé ce dépôt de plainte? Du coup, je suis arrivée à la gendarmerie. Donc, j'ai dit que je voulais porter plainte pour agression sexuelle. Et du coup, ils m'ont reçue. Comme j'étais mineure, ils pouvaient pas m'entendre sans m'emmener à l'hôpital en fait avec les psychologues. Donc du coup, il y a seulement la déposition de ma mère qui a été prise. Et je me souviens, ma mère faisait que pleurer, pleurer. C'était alors que moi j'étais très forte, j'ai pas pleuré une seule fois avec ce que je pouvais raconter. Et du coup, ils m'ont convoquée quelques jours après pour aller à Évreux, à l'hôpital, pour que je sois entendue avec des psychologues. Donc j'étais dans une salle avec... Il y avait une caméra juste en face de moi. Mais bon, c'était pas du tout gênant, hein, vraiment. Et du coup, il y avait le gendarme en face qui était vraiment très gentil. C'était sa première fois pour des faits comme ça. C'était compliqué aussi pour lui. Et du coup, les psychologues étaient derrière une vitre qui était teintée, donc je les voyais pas. D'accord, ok. Et ça a duré longtemps, enfin, c'était pas trop difficile de répondre à toutes les questions qui peuvent être, je suppose, assez précises et tout ça. Enfin, faut vraiment se replonger dans les souvenirs. Et non, ça a pas été. J'ai pas trouvé ça difficile. Mais encore une fois, ça s'est manifesté après. Sur le moment, toi, tu t'es sentie soulagée en fait. Même pas, je crois. J'étais juste déterminée en fait. J'avais pas vraiment de sentiments à ce moment-là. Je ressentais rien. Ok, et donc là, du coup, t'avais quel âge? À ce moment-là, j'avais 17 ans. D'accord. Et donc ensuite, comment est-ce que ça s'est passé, les procédures judiciaires? Alors, c'était très long, vraiment très très long. Donc, du coup, après ma plainte, ils ont convoqué les personnes qui étaient au courant, donc ma petite sœur et ma tante aussi, et du coup, mon copain. Donc, ils ont été entendus. Ensuite, le dossier a été envoyé où lui habitait, donc c'était pas dans le même département en fait. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui a pris un peu de temps. Et après, on n'a plus de nouvelles pendant 2 ans. Et lui a été entendu pour une première garde à vue, où là, il a rien avoué, il a même dit que c'était moi la responsable. Enfin, que j'inventais parce que je voulais me venger de lui pour une histoire ridicule. Et ensuite, il a été convoqué à une deuxième garde à vue parce que le procureur n'a pas voulu lâcher, en fait. La première fois, il a juste fait une audition libre. Et ensuite, il a été mis en garde à vue et c'est là qu'il a tout avoué. Et du coup, après ça, il y a le gendarme qui a appelé ma mère parce que c'était son numéro et qui nous dit, qui explique à ma mère qu'il a tout avoué. Et là, j'ai ma petite sœur qui m'appelle et qui me dit, il a été en garde à vue, il a tout avoué. Mais au début, je ne comprenais rien. Et c'est après, du coup, que j'ai compris. Ouais, ça a dû être un moment hyper émouvant pour toi en fait. Ouais, c'était hyper intense. C'est là que ça a tout lâché. Je me sentais soulagée. C'est à ce moment-là que je me suis sentie soulagée. Ouais. Et puis, enfin, c'est un peu horrible de dire ça, mais c'est une chance qu'il ait avoué parce que c'est vrai que des fois, bah, s'ils avouent pas, malheureusement, il n'y a pas de preuves physiques ou quoi que ce soit, donc c'est très compliqué d'avoir une condamnation. Bah, je sais pas ce qui se serait passé s'il avait pas avoué. Je sais pas. Et du coup, après, comment ça s'est passé à la suite de ces aveux? Ensuite, j'ai eu, du coup, le gendarme m'a donné la date d'audience qui était du coup le 15 septembre 2020 à Lisieux, donc lui où il habitait. Et du coup, bah, à ce moment-là, du coup, j'ai décidé de prendre une avocate vers à peu près vers juillet. Donc elle m'a un peu préparée, etc. Bah, du coup, pendant cette période, bah, c'était un peu de la préparation. Je me posais beaucoup de questions. J'essayais d'imaginer aussi. Mais par contre, c'est vrai que c'était une période où je me sentais... En fait, mon corps a encore réagi et je pouvais pas dormir ou difficilement. Donc, c'était une période compliquée. Je vois. Et donc, du coup, l'audience est arrivée. Comment est-ce que ça s'est passé, cette audience? Déjà, c'était très impressionnant, je me souviens, parce que déjà, il y avait 3 juges.
et je trouvais ça impressionnant d'être écouté par autant de personnes. Mais du coup, lui, il n'est pas venu et ça a été très difficile parce que ça faisait des années que je m'imaginais ce moment et lui, il n'était pas là. Donc c'était difficile. L'audience, les juges ont été très gentils. Non, vraiment, pour moi, ça s'est très bien passé. J'avais pas peur ou... Ouais, t'étais en confiance. Oui, vraiment. Et comment ça se passe, enfin moi je m'y connais pas du tout, comment ça se passe quand l'accusé ne se présente pas à son procès? L'audience se tient quand même. Il voulait faire un renvoi, mais mon avocate a décidé que l'audience, enfin, qu'il fallait pas renvoyer le dossier à une prochaine audience. Donc, l'audience se tient quand même. Et si jamais il y a condamnation, s'il est reconnu coupable, ça lui est notifié par huissier de justice. D'accord. Et tu sais ce qu'il risquait à ce moment-là du coup? Oui, donc il risquait 10 ans de prison ferme avec 150 000 euros d'amende. Mais du coup, il a eu 4 ans ferme et 8 000 euros d'amende. Enfin, de dommages et intérêts, pardon. D'accord. Et du coup, toi, t'as ressenti quoi quand t'as appris la condamnation? Au début, j'avais pas compris que c'était ferme, mais j'ai beaucoup pleuré parce que on a dit le mot coupable et que c'était moi la victime. Et ça, oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais j'ai pas eu l'impression que ça m'a fait plus de bien que ça, cette audience. Pourquoi tu penses que ça t'a pas fait plus de bien que ça? Parce qu'il était pas là. En fait, j'ai pas pu. Moi, ce que je voulais, c'était me sentir. Parce que là, j'étais devenue une femme forte, alors que 10 ans avant, j'étais une petite fille. Donc, j'aurais voulu montrer. En fait, voir que lui, c'était lui cette fois-ci qui était en mauvaise posture, qui avait peur, et que c'était moi qui étais forte. Je comprends. Tu voulais lui montrer en fait qui tu étais devenue malgré ce qu'il t'avait fait, quoi. Voilà, exactement. Même si je suis sûre pour lui, c'est rien du tout, mais... Et donc, du coup, tu sais si là, il est en prison maintenant? Donc, et ça a été difficile parce que mon avocate m'avait expliqué qu'il partait en prison le soir même, mais en fait c'était faux. Enfin, j'ai pas eu une très bonne avocate. Et du coup, il a été en prison vers le mois d'avril. Et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai changé. Avant, non. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu quelque chose en moi, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, et ça s'est manifesté comment ce changement du coup? Bah déjà, je me suis coupé les cheveux. J'ai une envie de me couper les cheveux et très court. Enfin, j'avais jamais fait aussi court. Et je sais pas, j'avais plus envie d'être la victime qui me faisait du mal, qui broyait du noir souvent. J'avais plus du tout envie d'être cette personne. Donc, donc ouais, j'étais plus... oui, j'étais plus une Célia victime, mais vraiment une Célia qui décidait que j'en ferais une force, en fait. Ouais, je vois, en fait, ça t'a vraiment fait du bien de te dire que ça y est, il payait enfin pour ce qu'il t'avait fait, quoi. Voilà, exactement. Même si je l'avais pas vu, ça me faisait quand même du bien. Ouais, tu te disais, ça y est, au moins, il est en prison pour ce qu'il m'a fait et moi, je peux vivre, en fait, enfin. Oui, voilà, exactement. Parce que les choses étaient normales. Et pour ce qu'il avait fait, il était condamné et il allait en prison. Comme quoi, c'est vraiment important, les condamnations, quoi. Ah oui, vraiment, c'est important. Et justement, récemment, il y a eu le MeToo inceste. Tu l'as vécu comment, toi, de voir ces libérations de parole sur le sujet? Je trouve que c'est vraiment très bien. D'ailleurs, je l'ai fait aussi. Et du coup, beaucoup de personnes après se sont confiées aussi sur ce qu'elles avaient vécu. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ça a été qu'une vague. On en a parlé un peu dans les informations, etc. Mais malheureusement, il n'y a rien qui change. Ouais, c'est ça. On en parle, mais ça reste... voilà, on protège les personnes qui sont accusées et c'est les victimes qui se sentent en mauvaise posture. Donc, Parce que les victimes ont décidé de parler, euh, mais le problème c'est que derrière il n'y a rien qui bouge. Enfin, il y a autant d'agressions dans les familles qu'avant, ça n'a pas changé, même si ça peut leur faire du bien. Mais parler, ça suffit pas. Il y a besoin de porter plainte, je pense, et parce qu'il y a toujours des solutions, même si la plainte est classée sans suite. Il y a toujours des recours. ouais, je vois.
Et ça peut être quoi justement comme recours? Par exemple, saisir directement le tribunal ou aussi adresser une lettre au procureur. C'est ce genre de choses qui peut vraiment faire bouger les choses. Ok, c'est bon à savoir du coup. Il y a certains abonnés qui ont demandé comment tu avais fait toi pour avoir le courage justement de venir témoigner dans un podcast, d'enregistrer ton histoire. Comment est-ce que tu as fait pour trouver ce courage-là? Euh, En fait, j'en ai marre qu'on prenne pas ce genre d'agression au sein de la famille au sérieux. Enfin, on se dise que ah oui, non, mais de toute façon, maintenant, elle doit oublier, elle doit passer à autre chose. C'est pas du tout ça, ça marche pas comme ça. Et comme c'est pas reconnu, enfin, puis comme maintenant, j'ai plus ce statut de victime que j'ai plus envie d'avoir, ça me faisait pas peur de venir en parler. Et si ça peut aider certaines personnes, c'est avec plaisir. J'ai plus, en fait, j'ai plus peur d'en parler. Ça me fait plus de mal. Ouais, c'est ça, et puis t'as plus envie de te taire non plus, c'est Voilà, peut-être oui, ça aussi. exactement. C'est vrai ça. J'ai plus envie de protéger ces personnes-là. En parlant, justement, on arrête de les protéger. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'ils sont déjà assez protégés comme ça. Si en plus les victimes... Et est-ce que tu sais comment ont réagi les membres de ta famille quand ils ont su qu'il était condamné à de la prison ferme? je sais que ça a fait... Par exemple, je sais qu'une personne dans la famille qui était maman avait demandé à ce qu'ils viennent pas à Noël parce que justement elle avait eu peur pour ses enfants. Mais sinon, je pense que tout le monde en avait... Enfin, c'était pas grave. Il avait juste fait une bêtise. Je pense que ça a été vu comme ça. Et donc le fait qu'ils soient condamnés à de la prison ferme, ça les a pas remués quoi. Ils se sont pas dit ah oui quand même c'était un peu grave quoi. Mais j'ai pas l'impression... Enfin, je pensais que ça ferait plus de bruit que ça, qu'ils apprennent quand même une condamnation de 4 ans. Mais non, il n'y a pas eu... Et ton père, tu sais si ça a changé quelque chose pour lui? Ouais, lui, il se cache. Parce qu'en fait, il est pas en France. Et il a un peu coupé court avec toute sa famille pour éviter d'être confronté justement à ça. Parce qu'il il veut pas... Enfin, ouais, lui, il fuit. Ouais, et même par rapport à toi, il fuit, c'est-à-dire qu'il t'a pas soutenu pour le procès, etc. Non, non, pas du tout. J'ai même pas eu un message ou quoi le matin pour me souhaiter bon courage. Justement, il m'a appelé 2 jours après. J'ai répondu et je me suis fait, mais il a été tellement en colère. Enfin, je sais pas pourquoi il avait réagi comme ça, mais... Encore dans la protection du coup de son père. Oui, exactement. Enfin, c'était encore une claque de me dire, mais mince, il y a eu enfin, il y a de la prison ferme. Et non. Ouais, je vois, c'est fou hein, d'être autant bloqué que ça, mais bon, d'accord. Et du coup, toi, donc ça, c'est des abonnés aussi qui se demandaient comment est-ce que toi, tu conçois la famille et est-ce que tu souhaiterais fonder une famille plus tard ou est-ce que ça a affecté ta vision de la famille, tout ce qui s'est passé? Justement, rien qu'avec ma soeur, je suis très protectrice. J'ai tout le temps peur qu'il lui arrive quelque chose. Quand elle va en soirée, c'est compliqué parce que j'ai tout le temps peur qu'il lui arrive quelque chose. Mais je sais que j'ai envie d'avoir des enfants justement pour donner ce que mes parents m'ont pas forcément donné en fait. Ouais, je vois. Donc, ouais, t'es plutôt dans... T'as pas décidé de pas avoir d'enfants par peur que ça leur arrive, mais plutôt tu voudrais fonder ta propre famille pour créer un modèle familial plus sain que celui que tu connaissais, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais, d'accord, je vois. Ok, bah c'est une bonne, une bonne façon aussi. Peut-être pour toi, ce sera aussi une façon de guérir, de créer ta propre famille et de voir que tout peut très bien se passer. Oui, même si je pense que faire confiance aux écoles ou même imaginer donner mon enfant par exemple à mon père pour qu'il le garde, c'est impossible. Je je peux pas. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, transmettre à propos de l'inceste? Enfin, qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent sur ce sujet-là? Déjà que on peut s'en sortir, que
il faut surtout, il faut pas hésiter à se faire suivre. Dès que vous avez parlé, il faut se faire suivre par des psys, faire de la sophrologie, de l'hypnose, enfin ce qui peut vous aider. Et surtout qu'il faut pas hésiter à aller porter plainte. Maintenant, vous pouvez commencer à déposer des pré-plaintes en ligne. Donc ça peut... ensuite, c'est les gendarmes qui vont vous appeler pour prendre rendez-vous en quelque sorte. Il faut pas écouter vos parents. Ils veulent pas, c'est pas grave. Il y a les infirmières qui vont vous soutenir. Il y a tout le corps de l'éducation. Même les profs peuvent vous aider. Donc non, il ne faut pas hésiter à parler. Parler, se faire suivre et qu'on peut s'en sortir. Ouais, ok, super. Et toi, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à l'époque où tu as été agressée quand tu étais une petite fille? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu aurais pu savoir qui t'auraient évité de te retrouver dans cette situation? Déjà, si on m'avait expliqué que les gens n'avaient pas le droit de toucher le corps, qu'ils n'avaient pas le droit d'aller toucher sous les vêtements, enfin bref, que je pense que si l'école ou même mes parents m'avaient dit, m'avaient formé en quelque sorte à c'est ton corps, personne n'a le droit d'y toucher, peut-être que j'aurais tout de suite été parler. Et en plus, c'était dans ma famille, on parle pas vraiment. Ils sont assez timides sur des sujets, pas timides, mais gênés sur des sujets comme ça. Donc, on parle pas de sexualité ou de ce genre de choses. Donc je pense que si ça avait été moins tabou de ce côté-là et si j'avais été formée à réagir à ce genre de choses, je pense que ça aurait pas pu durer aussi longtemps. Ouais, je vois. Et maintenant, du coup, tu nous as dit que tu étais en droit. Est-ce que tu as choisi ce domaine-là un peu en écho à ce que toi tu as vécu ou c'était pas du tout lié? Ah si, si. C'est pour ça que je suis rentrée en droit. J'espère du coup devenir avocate et pouvoir me spécialiser dans ces domaines-là pour... euh, pour Donc oui, mes études sont vraiment liées à ça. Ce qui est pas forcément bien, des fois... Oui, tu peux prendre un peu trop les choses à cœur. Oui, voilà. Et en fait, le problème, c'est que je comprends ce que les personnes ont vécu. Donc, même moi, des fois, c'est difficile de pas repenser à ce que j'ai eu. Enfin, ça me replonge directement dedans. Donc, c'est pas forcément facile. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ça peut prendre du temps avant de réussir à prendre justement les distances nécessaires. Mais c'est vrai que je pense que c'est aussi un atout de savoir justement ce que les victimes ont vécu et de pouvoir les comprendre mieux que personne au final. C'est vrai. Et du coup, toi, d'une manière générale, là, actuellement, c'est quoi tes projets pour l'avenir? Donc, déjà, bah, du coup, ce serait devenir avocate spécialisée dans ces domaines. Et j'ai aussi fait un compte Instagram qui essaye justement de sensibiliser aux violences sexuelles et à l'inceste pour aider les victimes. Donc, j'essaye de parler de choses un peu tabous pour que certains essayent de parler, certaines essayent de parler. Donc, oui, ce serait vraiment peut-être, pourquoi pas faire une association dans ce domaine, je sais pas encore. Mais je pense. Ouais. Donc, t'as vraiment, tu utilises vraiment ce que t'as vécu. Enfin voilà, tu t'en sers pour aider les autres au final. C'est ça qu'il faut retenir. Et du coup, ton compte Instagram, c'est Female Archetype, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Ouais, bah, il sera noté dans la description hein, pour les personnes qui veulent te suivre. Évidemment, je recommande parce que c'est très intéressant. Et donc du coup, est-ce il y a des choses que tu veux ajouter ou on passe à la dernière question? Peut-être une chose, c'est vraiment vis-à-vis des parents, parce que je sais que c'est ce qui bloque. Euh, c'est vraiment pas grave si eux sont pas d'accord avec vos choix de parler ou de porter plainte, parce que tout ce qui compte, c'est vous. Parce que sinon, après, ça va vous suivre pendant des années et c'est pas... Vous avez déjà assez vécu comme ça. Donc voilà. Ouais, je vois. C'est savoir s'écouter soi et savoir se faire de soi-même la priorité en fait. Voilà, les autres, on s'en fiche. Et toi, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui nous écoutent?
que ça va être long avant qu'on puisse, que les consciences se disent que c'est grave, ce genre de fait, mais qu'on va tous y arriver si on décide de parler, si on décide de penser à nous, tout simplement. Ok, bah merci beaucoup pour ce beau message et merci d'une manière générale d'avoir eu le courage de venir parler ici. Franchement, moi je ne peux juste qu'imaginer à quel point c'est difficile d'avoir traversé ce genre de choses et à quel point ça peut être dur de ressasser tout ça pour en parler. Donc voilà, tu peux être très très fière de toi. D'ailleurs, j'ai reçu tellement de messages d'abonnés qui t'admirent, d'avoir osé en parler, etc. Donc vraiment bravo, enfin t'es super inspirante, donc voilà, tu peux vraiment être fière. Oh bah merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci. Et puis ça m'a permis de beaucoup apprendre aussi pendant cet épisode, donc c'est sûr et certain que ce sera utile à beaucoup d'autres. Donc voilà, l'inceste c'est vraiment quelque chose d'horrible, enfin c'est un poison vraiment qui combine je pense tout ce qu'il y a de plus infâme et dégoûtant dans notre société. Donc pour espérer qu'un jour ce fléau disparaisse, la seule solution comme tu l'as très bien dit, c'est d'en parler encore et encore. Donc voilà, merci infiniment Célia, je te souhaite beaucoup de courage pour ta reconstruction et beaucoup de bonheur et d'épanouissement pour les années qui sont devant toi. Tu mérites d'être heureuse et de laisser cette histoire derrière toi. Voilà, merci beaucoup Célia. Oh bah merci à toi. Si vous aussi vous subissez ou que vous avez subi de l'inceste de la part d'un membre de votre famille, ne restez pas seul. La chose la plus difficile est de comprendre que vous êtes victime et non coupable de l'horreur que vous subissez. N'hésitez pas à vous rendre à des groupes de parole parce qu'écouter d'autres victimes peut vous aider à comprendre ce que vous avez vécu. C'est le cas de l'association Face à l'inceste. De même, l'association SOS Inceste et Violences Sexuelles propose des consultations thérapeutiques en présentiel ou à distance. L'association Enfance et Partage propose un accompagnement juridique et psychologique des victimes et de leurs familles. Les numéros à contacter sont Allo Enfance au danger au 119 et France Victime au 116 006. Qui que vous soyez, il y a de grands risques pour que l'un des enfants de votre entourage soit victime d'inceste. Soyez à l'affût des comportements ou paroles suspectes, particulièrement quand vous travaillez avec des enfants. En cas de suspicion, vous pouvez déposer une information préoccupante auprès de la CRIP ou faire un signalement auprès du procureur de la République si vous disposez de preuves suffisantes. Encore une fois, porter plainte n'est pas obligatoire et difficile, mais il est important de savoir que vous avez cette possibilité et que, comme Célia, c'est possible que cela débouche sur des condamnations. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à le faire. Sachez également que les victimes de crimes sexuels incestueux lorsqu'ils étaient mineurs ont jusqu'à leurs 48 ans pour porter plainte et les victimes de délits sexuels de plus de 15 ans au moment des faits ont jusqu'à leurs 38 ans pour porter plainte. Quoi que vous fassiez, ne restez pas seul et tentez de garder une estime de vous. Ce n'est pas parce que ces monstres vous ont détruit que vous ne valez plus rien, bien au contraire. Si vous êtes victime et que vous m'écoutez, sachez que vous êtes forte, résiliente et courageuse. N'ayez pas peur de parler, la honte doit changer de camp. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi venir raconter votre histoire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail. Je compte sur vous pour faire vivre ce podcast autour de vous en partageant l'épisode et en parlant à vos proches. Venez nous rejoindre sur Instagram et surtout, n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow.